toujours. Depuis dernier temps, la Turquie a fait beaucoup parler en ce qui concerne les séismes, les tremblements de terre, la situation économique, le séisme, etc. Et notamment concernant les réfugiés syriens, les élections ont des effets potentiels sur l'Europe et sur la France particulièrement. On va aborder tout ça très prochainement. Alors d'abord, concernant les élections, vous savez, on a Recep Tayyip Erdogan qui était le Premier ministre. Il est en pouvoir depuis 2003, ça fait plus de 20 ans. Et il a été réélu pour la troisième fois en tant que président la semaine dernière, ou il y a 3 jours. Alors, lors de la période avant les élections, il y a eu 2 camps en Turquie qui montrent que le clivage en Turquie, la polarisation de la société est très grave. Un côté, il y avait Erdogan, et de l'autre côté, il y avait toute l'opposition qui comptait l'extrême droite, les nationalistes, les Kurdes et les démocrates, je dirais. Du coup, c'était soit Erdogan, soit les autres. C'était en quelque sorte un référendum pour l'avenir de la Turquie. Vous connaissez déjà la politique d'Erdogan, la politique qu'il mène depuis 20 ans, ses aspirations islamistes, nationalistes, etc. Mais l'autre partie, l'opposition qui s'est réunissait derrière un candidat, n'était pas si démocrate, je dirais. Ils avaient aussi des aspirations nationalistes, voire même fascistes et xénophobes, notamment à l'égard des réfugiés syriens. Le candidat d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, avait promis que s'il était élu, il allait renvoyer les Syriens, les 4 millions Syriens en Syrie. Et du coup, dans ce contexte-là, on a eu les élections et le gagnant de ces élections, c'était Erdogan, je dirais malheureusement, puisque même si on n'était pas très optimistique, on gardait toujours l'espoir qu'il serait parti un jour. Mais ça ne s'est pas passé dans un coup. Il y a eu 2 tours d'élections présidentielles, mais à part cela, on a eu aussi des élections parlementaires. En raison de la polarisation de la société, il y a eu vraiment une mobilisation historique concernant le taux de participation. C'était plus de 80%. Et selon les résultats, Erdogan il a gagné dans le second tour avec un pourcentage de 52%. Et en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le Parlement, sur 600 sièges, le bloc du gouvernement d'Erdogan ont eu 330 sièges. Du coup, dans cette figuration, Erdogan, il garde toujours le pouvoir, le gouvernement, sans vraie opposition à l'Assemblée. Et on s'est dit que qu'est-ce qu'on peut attendre dans ces circonstances ? Certains disent que même s'il a été réélu, Erdogan il serait plus favorable aux aspirations démocratiques, il va restaurer la justice, etc. Mais pour répondre à la question, on a invité plusieurs intervenants qui sont des experts de la Turquie, je dirais, et qui ont des vécus personnels concernant la Turquie. Je vous laisse vous présenter d'abord, Anaïs. Je suis Anaïs Lefort, je suis avocate, donc j'ai pas un parcours
de sang et culturel turc, mais j'y suis venue par mon travail auprès des demandeurs d'asile qui voient leurs demandes rejetées. Donc moi je les accompagne auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et au fur et à mesure des années, j'ai été amenée à travailler sur les différentes problématiques qui amènent les exilés turcs à venir jusqu'à nous demander l'asile. Donc on va pouvoir un peu aussi évoquer ça, parce qu'à travers la politique d'Erdogan, on a aussi les conséquences aujourd'hui ici d'exilés et puis aussi de changements. Ce qui est intéressant d'analyser, à travers l'asile, c'est les motifs des personnes qui viennent ici, ce qui nous donne une bonne cartographie de l'évolution et de l'aggravation de la persécution politique en général et de manière aussi générale du recul des droits humains, du recul de l'état de droit. Donc j'essaierai de vous donner un petit peu des illustrations à travers mes dossiers, mes clients et leur vécu. Voilà, ce qu'on peut aujourd'hui voir et surtout ce pourquoi on peut s'inquiéter aussi par la suite, et notamment du fait de ces dernières élections. Merci. Je m'appelle Rumi Una. Je suis actuellement un réfugié politique ici en France. Je suis venu en France il y a 5 ans. Avant, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères en Turquie pendant 10 ans. Je suis ici parce que je voudrais partager, je voudrais faire un témoignage concernant mon histoire, ce que j'ai vécu en Turquie, parce que je pense que cela illustre, cela montre la situation des droits de l'homme en Turquie, qu'est-ce qui se passe en Turquie, et je vais parler sur cela, oui, selon votre modération. Oui. Alors merci pour vos présentations. D'abord, si on annonce le plan, dans un premier temps, on va aborder la situation des droits humains dans un contexte général pour donner une idée générale. Et puis, on va parler des effets des élections, notamment pour les persécutés qui se trouvent en Turquie, et aussi les effets possibles sur l'Europe et sur la France. À cet égard, j'aimerais te poser la question des motifs de demande d'asile des ressortissants turcs qui se trouvent sur le sol français. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour quelles raisons ils demandent d'asile ? Oui, juste pour vous donner aussi un chiffre, pour vous donner un peu ce que ça représente la demande d'asile des ressortissants turcs en France. Aujourd'hui, il y a 16 000 réfugiés turcs en France, officiellement. Et c'est une demande qui est croissante vraiment de manière exponentielle. L'année dernière, en 2021, le bilan c'était de 5 248 demandes, ce qui était déjà une augmentation de 45%. Et en 2022, les chiffres c'est 8 500. Donc vous voyez que c'est vraiment une demande qui grandit et qui représente bien justement l'étau qui se resserre de manière générale sur l'opposition ou toute forme d'opposition ou jugée comme telle. Sur les motifs, ils sont de plusieurs ordres. Déjà pour les réfugiés, vous avez une petite distinction entre les réfugiés et les protégés subsidiaires. Les réfugiés, ça va inclure notamment tous les motifs politiques, les LGBT, voilà. Et les protégés subsidiaires, ça va davantage concerner les conflits familiaux, etc., les histoires de mœurs. Donc il y a aussi une part quand même importante qu'il ne faut pas sous-estimer de femmes qui sont protégées, beaucoup sur ce fondement-là. 50% des femmes à peu près sont protégées sur la protection subsidiaire, donc généralement dans un contexte de violence. C'est quoi la différence exactement entre les deux ? La différence juridique... en termes de droit ouais. aussi. Alors la différence, elle est d'abord juridique, puisqu'on a une convention de Genève qui est limitative sur les motifs pour lesquels on peut être reconnu réfugié. Et donc on a créé une catégorie en considérant que ce n'était pas suffisant pour inclure un certain nombre de personnes qui pourtant pouvaient prétendre à une protection. Donc on a créé la protection subsidiaire, qui est une modalité européenne, et la différence va juste varier sur le nombre d'années.
ça va être... donc, selon les pays, c'est variable. En France, c'est 4 ans. Le statut de réfugié, c'est 10 ans. Mais sinon, en termes de droits, en France, en tous les cas, c'est équivalent. Vous avez le droit de faire venir votre famille. Vous avez voilà, les mêmes droits que des réfugiés. C'est clair. Mais des réfugiés, ils ont l'asile politique en fait? Non. Précisément, ils n'ont pas l'asile politique. Ce sont tous ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie de l'asile. On parle d'asile politique, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, ce n'est pas forcément politique. Une femme qui fuit un mariage forcé dans un pays où il y a, on va dire, une coutume au mariage forcé, on considère qu'elle fait partie d'un groupe social. Les homosexuels, on considère qu'ils font partie d'un groupe social quand ils sont largement persécutés, etc. Donc le groupe social, c'est pas vraiment politique au sens où on l'entend habituellement, ça fait quand même partie des réfugiés. Donc on va dire, pour faire très simple, surtout si je reviens sur la question de la Turquie, ceux qui vont tomber dans la catégorie de la protection subsidiaire, ça va être davantage dans le cadre de conflits familiaux, de vendettas, de violences conjugales, etc. Donc eux, ils ne sont pas majoritaires dans la demande turque en général. La majorité, ça va être pour un motif politique au sens où on l'entend le plus strict. La question des LGBT, etc., c'est extrêmement minoritaire. Et très récemment, on a créé justement un groupe social en Turquie en considérant qu'effectivement, compte tenu à la fois des autorités, de l'appréciation du gouvernement sur la question et donc aussi ce qui infuse au sein de la population, on considère que les homosexuels sont de manière générale à risque en Turquie. Mais voilà, si je dois quand même me focaliser sur la demande la plus importante, ça reste une demande politique. Politique ou un motif politique imputé, c'est-à-dire que soit on va estimer que la personne a un engagement politique réel, soit au contraire, on lui impute des opinions politiques et c'est un motif de persécution. Vous avez plusieurs catégories, les personnes qui, de manière générale, dans la demande kurde, qui est très souvent différente de la demande turque. La demande kurde, ça va être beaucoup des personnes qui sont sympathisants ou affiliés directement au grand parti kurde que constitue le HDP. Mais ce n'est pas forcément directement des militants au sens carté, officiel, etc. C'est aussi la spécificité de la répression qui va vers les engagés politiques, ça peut être juste des sympathisants. Vous avez tous ceux qui aussi tombent dans la catégorie de ceux qu'on considère comme ayant aidé d'une manière ou d'une autre une organisation terroriste. Il y a 2 organisations terroristes principales, enfin jugées comme telles en Turquie, le PKK, que le gouvernement associe au HDP. Ça serait la branche armée du parti politique. Et le mouvement Hizmet, qui est connu plus sous le terme de mouvement guleniste, qui est aussi jugé comme une organisation terroriste. Et donc vous avez beaucoup de demandes sur ces 2 fondements. Vous avez aussi une demande qui évolue beaucoup sur la question de l'expression sur les réseaux sociaux, de tout ce qu'on va mettre dans la catégorie de la critique du gouvernement, qui tombe très vite dans l'insulte aux institutions, l'insulte au gouvernement. Donc vous avez beaucoup de poursuites. Je vous donnerai des chiffres un petit peu tout à l'heure. Et sinon, vous avez la partie aussi aide, pas être membre de l'organisation terroriste, mais l'aider de manière matérielle. Donc pareil, je vous donnerai des illustrations un petit peu tout à l'heure. On va parler des illustrations tout à l'heure. Et du coup... Vous parlez de réfugiés, c'est au départ de la Turquie ou c'est vous parlez des réfugiés en fonction du pays? C'est les réfugiés qui vont où? Alors là, je parle exclusivement des ressortissants turcs qui viennent en France demander l'asile en raison des persécutions qu'ils subissent en Turquie. Alors du coup, il y a 2 groupes principaux. À part les minorités, on a les Kurdes et les gulenistes, le mouvement Gulen. Pour donner des illustrations concrètes, on a invité Rumi, qui a été poursuivi pour l'appartenance au mouvement Gulen, qui est appelé
comme fêteux par le gouvernement. Et on a aussi invité notre ami journaliste Simon, qui a eu aussi des soucis judiciaires pour son engagement pour la cause kurde. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous êtes poursuivi et vous pouvez nous partager votre parcours? Bonjour encore, je suis désolé pour être un peu en retard. En fait, c'est le destin des Kurdes en Turquie, en Iran, en Syrie, en Irak, bien sûr. Si vous êtes kurde et si vous demandez votre droit national, vous êtes toujours accusé de faire propagande de terrorisme ou bien d'être terroriste dans le pays. Donc, en Turquie, c'est un siècle, les Kurdes demandent leur statut, leur indépendance ou bien leur droit natal, mais malheureusement, ils ont toujours traité comme terroristes avec violence. Mais moi, comme un journaliste et cinéaste kurde en Turquie, j'étais, pendant mon travail, pendant 7 ans, j'étais toujours harcelé, menacé, en travaillant dans le cadre du média comme un journaliste. Excusez-moi, dans quel média? C'était une télévision kurde basée au Kurdistan irakien, mais je travaillais à Ankara. Et bien sûr, à la frontière de Syrie aussi, pendant la guerre civile en Syrie, et la guerre contre le Daesh avec les guérillas kurdes et les combattants kurdes. Et j'étais condamné de faire propagande de terrorisme parce que j'ai préparé 17 documentaires films sur droits de l'homme, sur les Kurdes, les immigrants, les opprimés, les opposants bien sûr, les gauchistes, les Alevis et les autres sectes et minorités en Turquie. Il m'a accusé de faire propagande de terrorisme. En fait, j'ai fait mon métier comme un journaliste. Donc, j'étais emprisonné après cette tentative coup d'État. Moi, comme beaucoup de journalistes, 2016, après 2016, j'étais emprisonné en 2017, mais beaucoup de mes amis, je connais les journalistes, membres du mouvement guleniste aussi, les Kurdes, directement les travailleurs du média du PKK aussi, ils ont tout emprisonné tout de suite après cette tentative coup d'État en Turquie. Moi aussi, j'étais emprisonné pendant 16 mois sans procès. Mais après 16 mois, il m'a libéré avec une décision provisoire. Ce contrôle judiciaire. C'est ça. Et donc j'ai quitté le pays. Après cette décision, après j'étais libéré. Moi, comme beaucoup d'immigrants, réfugiés en Turquie, les Kurdes, les gulenistes et les gauchistes aussi, j'ai traversé les rivières entre la Turquie et le Grèce aussi. J'ai nagé Evros. Et j'ai marché tous les pays Balkans, 11 pays Balkans, pendant 13 mois. Et après, je suis arrivé en France et j'ai fait mon asile ici. Ça fait 2 ans que je suis ici. En fait, je suis diplômé en langue anglaise en Turquie, comme professeur de langue anglaise, mais j'ai fait mon master sur cinéma. Mais ici, j'ai appris langue sur YouTube avec 3 professeurs de YouTube. Mais notre destin avec les immigrants, spécialement les opprimés de régime d'Erdogan, nous sommes tous mêmes. Nous traversons même route, on vit même chose dans notre vie pendant réfugié ou bien pendant exil ici en France ou bien un autre pays européen. Mais moi aussi, comme les autres, je suis venu ici, j'ai fait mon asile, j'ai donné mes preuves, j'ai reçu mes papiers et je continue ma lutte contre le dictatoriat en Turquie de nos jours aussi, avec les élections, avec la propagande, avec les événements, de sensibiliser les gens, les Européens, spécialement les Européens qui soutiennent avec le gouvernement turc qui a opprimé des dizaines de mille gens en Turquie, emprisonné des dizaines de mille activistes, politiciens, bien sûr les journalistes aussi. Juste pendant 2 ans, après tentative coup d'État par exemple,
ils ont emprisonné 7100 personnes, membres de mouvement de gulanistes, juste dans deux ans. Mais bien sûr, ça continue toujours pour les Kurdes. On va y revenir. J'ai une question. Par qui tu as été harcelé? Est-ce que c'est la police, des soutiens du régime? Et comment tu as été harcelé? Oui. En fait, si vous portez un micro d'une télévision kurde, vous êtes harcelé, censuré par la police, par la communauté, par les gens. C'est pas facile de porter un micro kurde. Mais moi, si vous parlez devant un micro, un camarade, dans la rue aussi, c'est très dangereux. Les gens aussi interviennent et ils vous empêchent de parler dans votre langue. Mais c'est maintenant systématique. Après, Erdogan, il a pris tout le pouvoir dans son main, il a contrôlé tout, il a fermé toutes les institutions du média, des opposants, des gulanistes, des Kurdes, des Alevis, des gauchistes. Maintenant, la police, les Bekçi aussi, les gardiens dans la rue, ils aussi contrôlent les gens, ils contrôlent les numéros de citoyenneté, ils vous harcelent, vous touchez physiquement et on connaît beaucoup de gens qui sont leurs mains, leurs pieds, ils sont cassés par les polices ou bien les gardiens. C'est tout le monde pour les Kurdes, mais en Turquie, dans tous les pays de Moyen-Orient, si le gouvernement vous accuse ou bien vous condamne d'être terroriste, tout le monde, la communauté, tout le monde, oui, ils ont consolidé contre vous. Donc, pensez que comme mouvement de gulanistes qui a servi beaucoup leur peuple, ils ont organisé beaucoup d'événements très civils, mais les gens, ils ont accepté comme une organisation terroriste, ils ont harcelé les gens aussi, les peuples dans la rue aussi. Merci Simon. Si j'ai pas mal compris, la tentative de coup d'État en 2016, c'était un événement tournant. Et je crois que c'était le cas aussi pour Rumi. Et on peut entendre ton témoignage, Rumi, si tu veux. Oui. En fait, oui, comme Can a dit, je représente les adhérents du mouvement Gülen, je peux dire, les victimes du régime qui ont des liens avec le mouvement Gülen. Oui, bien sûr, la tentative de coup d'État, c'est un point de tournant pour la Turquie, mais je crois que la Turquie n'a jamais été un pays totalement démocratique. Depuis longtemps, surtout les Kurdes, la communauté kurde, ont subi des violations des droits de l'homme depuis longtemps. Et pour nous, ça a commencé après 2013, avec les opérations de corruption contre le gouvernement AKP en 2013. Erdogan, à cette époque-là, il était le Premier ministre. Il nous a accusés d'être terroristes en fait. Il nous a décrit comme un groupe terroriste à cette époque-là. Il n'y avait pas de coup d'État à cette époque-là. Il n'y avait rien, mais il a commencé à nous définir comme des terroristes en fait. Après le tentative de coup d'État, c'est devenu définitif en fait pour nous, pour toutes les personnes en Turquie, des femmes, des jeunes, en fait, des personnes âgées, toutes les personnes qui ont des liens, même un petit lien avec le mouvement Gülen, nous sommes tous devenus des terroristes d'après le régime, d'après le gouvernement Erdogan. Pour moi, en fait, je travaillais dans le ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate, en fait. J'ai travaillé dans plusieurs pays, comme la Corée du Sud, la Bulgarie, l'Italie. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le ministère des Affaires étrangères. En fait, juste après la tentative de coup d'État, j'ai été suspendu d'abord, et après j'ai été viré, j'ai été licencié avec un décret loi au mois de septembre en 2016. Et surtout, j'ai été emprisonné, en fait. À part ça, au mois d'août, juste après un mois de la tentative de coup d'État, j'ai été emprisonné et je suis resté pendant presque 2 ans en prison, sans aucune procédure, sans aucun acte d'accusation, en fait. Et j'ai attendu environ 20 mois pour savoir c'était quoi le motif de mon arrestation.
Et c'était une détention provisoire en fait. J'ai attendu le procès. Après le tribunal, après le procès, j'ai été libéré sous contrôle judiciaire. Et en fait, j'ai été accusé de quoi? En fait, je vais expliquer ça parce que c'est un exemple. Il y a plusieurs cas comme ça. Et en fait, mon père, il est très proche de M. Gülen, en fait. Il est médecin privé de M. Gülen. Il est toujours avec lui. Actuellement, il vit avec ma mère, il vit aux États-Unis. Il habite très proche de la résidence de M. Gülen. Il est un personne âgée, mais il est toujours dans des conseils médicaux à M. Gülen. Et bien sûr, il est mon père et j'ai des communications téléphoniques avec lui. Et j'ai été accusé juste d'avoir des appels téléphoniques avec mon père. Il n'y a pas de contenu. Il y avait en fait juste des appels téléphoniques. Ils ont une liste, en fait, liste d'appels. Dans cette data, vous avez des appels téléphoniques, ça dure 2 minutes, 3 minutes, c'est comme ça, mais c'est très normal. Mais c'était la seule accusation contre moi. Et je suis resté pendant 2 ans en prison. En fait, il y a plusieurs cas comme ça. Les gens, les gulenistes, ils ont accusé d'avoir un compte bancaire sur la banque Asie, Banque Asia en fait. C'est une banque totalement légale en fait, qui fonctionne sous les lois en vigueur en Turquie à cette époque-là. Ou un autre motif d'utiliser une application de communication comme WhatsApp en fait, comme Signal WhatsApp. Elle s'appelle Bylock. Si vous téléchargez cette application-là et si vous avez utilisé cette application-là, vous devenez directement terroriste en fait. Et il y a plusieurs décisions sur ce sujet-là. S'ils sont sûrs que vous avez utilisé cette application-là, vous condamnez, vous avez la condamnation directement. Ça commence à partir de 6 ans et jusqu'à 15 ans. Et un autre motif, si vous êtes inscrit dans un syndicat. En fait, on va les aborder avec un. Ah oui, c'est votre sujet, vous connaissez très mieux. Je fais un insiste. En même temps, paradoxalement, M. Fethullah Gülen, il a été au pouvoir avec M. Erdogan à un moment. Il y a une période. Ils étaient au pouvoir ensemble. Oui. Ça a posé quand même quelques questions. Oui, en fait, c'est pas une vraie description de cette coalition-là, en fait, parce que le mouvement Gülen, c'est pas un parti politique, en fait, c'est un mouvement social en Turquie. Bien sûr, au début du pouvoir d'Erdogan, en fait, dans le début des années 2000, bien sûr, il y avait des objectifs similaires entre ces deux camps-là, et il y avait une sorte de coalition, c'est vrai. Mais à cette époque-là, les libéraux de la Turquie, les démocrates, les groupes démocrates de la Turquie, les Européens, les social-démocrates, les politiciens social-démocrates en Europe, ils ont tous soutenu Erdogan à cette époque-là. Parce que à cette époque-là, il y avait une suppression de la part de l'armée, je peux dire en fait. Parce qu'on a vécu plusieurs coups d'État en Turquie. Et à cette époque-là, l'armée était très puissante et ils étaient le gardien du régime, entre guillemets. Et la Turquie à cette époque-là, n'était pas un pays démocratique, totalement démocratique. Et sous ces conditions-là, le mouvement Gülen, les démocrates, les libéraux en Turquie, peut-être une partie des Kurdes aussi, au début des années 2000, ils ont soutenu Erdogan parce qu'il a voulu accéder à la Turquie. Oui, exactement. Oui. Il a promis la démocratie, il a nous dit on va être membre de adhésion à l'Union européenne, oui. Oui, bien sûr. Oui, justement, dans ce cadre-là de la question du rapprochement avec l'Union européenne de manière légale, il y avait un vrai chemin vers l'Union européenne. Il y a un ensemble de réformes qui ont été mises en œuvre de manière générale pour améliorer le processus démocratique, les institutions judiciaires, tout ce qui fait qu'on peut estimer qu'on est dans un état de droit.
Et le mouvement Gülen a accompagné ça parce que c'était les intérêts du mouvement, c'était son approche idéologique. Donc il y a eu une proximité, en plus d'être un mouvement qui reste un mouvement religieux, donc il y avait quand même une proximité aussi avec les racines de l'AKP. Donc pendant ces années-là, jusqu'à 2010, on peut dire qu'il y a une proximité. De là à dire qu'il y a un partage de pouvoir, ça reste très excessif, mais la rupture, elle se fait quand même depuis assez longtemps. 2010 et 2013, elle est définitive. Voilà, juste pour répondre. Alors, si on rebondit sur la question du terrorisme, normalement, quand on parle des procès de terrorisme, on parle des choses graves. Mais dans vos cas, à mon avis, il n'y a pas de choses graves. Il n'y a que des liens familiaux ou du travail journalistique. J'avais mon arme de micro. Toi, tu es poursuivi pour membre ou pour propagande? Oui, propagande. Propagande. Oui, c'était propagande. Alors du coup, je me retourne vers notre expert qui a accompagné pas mal de demandeurs d'asile ressortissants turcs. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les motifs des autorités turques pour opprimer les dissidents ou pour les cibler? Alors j'ai justement des chiffres qui sont assez parlants déjà pour vous montrer le volume. Après j'aborderai les motifs, mais les deux sont intéressants pour vous montrer à la fois l'ampleur de la répression et montrer qui on vise. On vise pas, parce que nous, terrorisme, c'est assez simple, hein. On a quelques procès dans l'année, ça dure des mois, c'est médiatisé, les gens sont sous escorte policière. Voilà, on parle de terroristes qui ont envisagé des attentats ou qui ont commis des attentats. La question de la qualification juridique pour la propagande terroriste ou pour l'appartenance à un mouvement terroriste en Turquie, ça n'a rien à voir. Déjà, au niveau des chiffres, alors je suis désolée, j'ai pas les chiffres complets. PKK FETÖ. Alors FETÖ, c'est le mouvement Gülen tel qu'il est appelé par les autorités, c'est-à-dire mouvement terroriste de Fethullah Gülen, pour faire simple. Donc entre 2014, puisque la répression a commencé avant le coup d'État, elle a été vraiment exponentielle à partir du coup d'État, mais il y en a eu quand même avant. Entre 2014 et juillet 2022, c'est plus de 676 000 personnes qui ont été poursuivies sur le fait d'appartenir à cette organisation terroriste. Et actuellement, en tout cas en 2022, il y avait 135 000 personnes qui étaient encore sous enquête. C'est énorme, 135 000 personnes. En 2022 encore, il y avait 117 000 personnes qui étaient condamnées de manière définitive, c'est-à-dire qui avaient passé les différentes juridictions et qui avaient une condamnation définitive. Pour vous donner d'autres chiffres qui vous montrent aussi l'ampleur, rien que pour l'année 2021, on a regardé juste avant de faire cette intervention, la question de l'insulte critique du gouvernement, ça a concerné, en termes de condamnation pour l'année 2021, c'était plus de 12 000 personnes qui étaient en procès, 12 000 condamnés et 48 000 en instruction. Donc c'est aussi des chiffres conséquents. Pour la propagande terroriste, donc l'infraction qui t'a visé, c'est 13 000 personnes. Donc la propagande terroriste, si je dois faire quelque chose, par exemple la comparaison avec la France, ça va être quelqu'un qui va relayer par exemple la question de l'assassinat de Samuel Paty en disant bien fait pour lui ce mécréant, en mettant des photos explicites. La personne va être poursuivie pour apologie du terrorisme. Tu pourras peut-être nous donner... En fait, ils ont triplé mon canal parce qu'il m'a dit tu as fait propagande de terrorisme via du média. Donc si vous faites sur le média, c'est-à-dire c'est pire. Vous cherchez beaucoup de... touchez plus de monde. Oui, vous touchez beaucoup de monde. Mais c'était triplé pour moi, par exemple. Ma condamnation, c'était triplé. Et donc là, ça va être juste le fait de diffuser des informations qui vont pas être favorables au PKK. J'imagine que tu n'as pas fait un reportage main dans la main avec des guérilleros en train de dire c'est génial la lutte armée dans les montagnes. En fait, mon sujet c'était sur YPG. J'étais à la frontière de Syrie. Alors le YPG, peut-être juste, tu veux préciser ce que c'est? Non, c'est ça.
Non, mais si tu veux préciser ce que c'est le YPG. Oui, peut-être préciser ce que c'est les YPG. YPG, c'est une organisation kurde qui a combattu contre le Daesh au Kurdistan syrien, au nord du Syrie aussi. Qui a été armé largement par les Européens, par la coalition, par les États-Unis, qui était convaincu contre le Daesh, qui a été sauvé les Européens de Daesh aussi. Mais l'État turc, pendant cette guerre civile, ils ont soutenu toujours avec les militants de Daesh. Tous les militants de Daesh du monde, ils sont venus en Turquie, à Istanbul, après à Gaziantep, à la frontière de Syrie. Après, avec la surveillance des autorités turques, ils ont traversé les frontières pour tuer les Kurdes. Et donc, j'ai fait un documentaire là, j'ai dit les militants, les terroristes de Daesh, ils traversent très facilement. Et il m'a dit, si tu fais propagande de terrorisme, tu fais propagande de YPG, et tu insultes l'État turc ou quoi. Il y a beaucoup de choses d'accuser quelqu'un comme un terroriste en Turquie parce que les lois ne marchent pas directement. En fait, j'ai aussi un exemple concret. Récemment, un boulanger a été arrêté pour l'insulte aux institutions de la République en raison de son refus de vendre de la baguette à une personne qui était pro-Erdogan. Du coup, en tant qu'un commerçant, on refuse de fournir un service et on peut être placé en détention tout simplement. Et ce boulanger, il est en prison en ce moment. Et l'événement a eu lieu il y a 2 jours, je crois. Et donc pour revenir un peu sur la question des motifs qui sont retenus juridiquement, parce que c'est ça qui est... Moi, c'est l'approche que j'ai quand j'ai des dossiers, puisque souvent on a des documents judiciaires. Les 2 personnes qui sont là ont eu cette spécificité d'être considérées comme terroristes, mais d'être libérées, ce qui montre à quel point c'est une vaste blague et ils ne sont pas considérés comme dangereux, parce que nous, des terroristes en instance de procès, jamais ils seraient remis en liberté a priori. En Turquie, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont remis en liberté, alors que potentiellement ils savent très bien qu'ils vont se chercher à fuir. Les motifs qui sont retenus, je peux les différencier entre peut-être la question kurde et la question des gulenistes. Pour les Kurdes, ça va être donc de manière générale le soutien aux Kurdes dans leur représentation politique. Donc le HDP, mais comme je vous disais, c'est pas forcément des gens qui vont avoir des responsabilités électives ou même des responsabilités militantes importantes, mais des jeunes de 18 ans qui vont tracter, des jeunes de 18 ans qui vont fêter la fête kurde en utilisant des drapeaux, etc. Très vite, ça peut se retourner contre eux. Vous avez la police, les gendarmes qui débarquent, qui font des perquisitions, et ça va être suffisant pour poursuivre comme membre ou propagande terroriste. Pour les gulenistes, c'en serait drôle si c'était pas tragique. En fait, ils ont créé un ensemble de critères juridiques qui sont complètement absurdes, mais qui permettent d'inclure le maximum de personnes. Et en ayant travaillé maintenant depuis plusieurs années sur vraiment les procédures judiciaires, ce que je pense comprendre, mon analyse est la suivante, c'est en fait ils ont par les renseignements un avis sur telle ou telle personne et ses liens avec le mouvement ou ses liens avec le HDP, etc. Et à partir du moment où ils ont la conviction qu'il a effectivement des liens, ils vont appliquer des critères de preuve pseudo-sûrs. Et c'est pas l'inverse. Normalement, on a des preuves qui vont amener à une culpabilité. En Turquie, c'est tout l'inverse. On dit il est ça, et maintenant on va créer des motifs pour dire qu'il est ça. Et donc les exemples, pour vous donner des exemples réels qu'on retrouve dans des décisions judiciaires, de cours d'assises, de cours de cassation, la plus haute autorité judiciaire en Turquie. Vous avez par exemple, tu donnais l'exemple de la Banque Asya, donc le fait de détenir un compte, d'avoir détenu un compte avant 2016 dans cette banque, pour certaines personnes, ça va être suffisant pour considérer qu'ils sont membres d'une organisation terroriste et être condamnés à
minimum 6 ans de prison. Vous avez un autre exemple, des publications sur les réseaux sociaux de personnes autour d'un plat qui est un plat très souvent préparé et partagé par des membres du mouvement. Eh bien, le fait de poster une vidéo en groupe avec ce plat-là, c'est un motif pour considérer qu'ils sont membres d'une organisation terroriste. Le fait aujourd'hui, et ça c'est le nouveau motif qui est utilisé largement depuis 1 ou 2 ans, c'est le fait d'aider des familles de personnes qui sont poursuivies en tant que terroristes, membres du mouvement. Donc, pour vous donner des exemples très précis, des gens qui vont donner de l'argent à une famille, une femme, des enfants dont le mari est en prison depuis des années, que la femme ne peut pas travailler, voire elle était dans le service public, elle a été renvoyée, elle aussi, elle a parfois fait de la prison, etc. Le fait d'aider financièrement cette personne, le fait d'aider, par exemple, à payer son avocat, le fait d'aller voir la personne en prison et de lui faciliter la vie en lui donnant de l'argent, etc., ça peut être considéré comme soit de l'aide, soit être membre du mouvement parce qu'on fait partie d'une organisation. Un autre exemple, j'en aurais plein, mais un autre exemple qui, moi, était très parlant, c'est sur les... En fait, les profils vont de jeunes qui étaient mineurs au moment du coup d'État. Et ces jeunes-là, ils vont être visés parce qu'ils ont été à un moment dans une institution scolaire du mouvement, les centres de préparation aux examens, ou alors les profils les plus sensibles, c'est ceux qui se destinaient à intégrer la police, l'armée, mais c'est des gamins. C'est-à-dire que le moment où ils sont dans ce processus-là, ils ont parfois 12, 13, 14 ans et les autorités vont attendre qu'ils passent les 18 ans pour entamer des poursuites judiciaires à leurs 18 ou 19 ans et on va leur reprocher parfois uniquement le fait d'avoir été scolarisés 6 mois, 1 an dans une institution qu'on estime être liée au mouvement. Mais à aucun moment on leur reproche par exemple d'avoir essayé d'organiser le coup d'État ou d'imaginer un attentat ou d'essayer de renverser l'ordre constitutionnel. On leur reproche juste d'avoir été dans une institution scolaire en tant que mineurs et donc de faire partie du mouvement et donc d'être terroristes. Et donc ces personnes-là sont condamnées de la même façon à 6 ans, voire plus de prison. Donc moi, c'est vraiment des profils... parce qu'on entend peu de choses sur le mouvement Gülen dans les médias, mais souvent on associe la répression à... la répression post-coup d'État aux intellectuels, aux journalistes, etc. Ce qui est complètement vrai, mais pour moi le plus marquant, parce que on va plus loin encore que vouloir simplement tuer toute forme de résistance par la pensée, par les idées, c'est aussi juste s'attaquer à des personnes qui sont complètement inoffensives pour le pouvoir, pour créer un sentiment de terreur, de toute puissance et pour montrer qu'on décide ce qu'on a le droit de penser, dans quel mouvement on a le droit d'être, etc. Et quand on s'attaque aux femmes enceintes, aux enfants, etc., c'est vraiment ça le message. Là, on ne s'attaque pas aux militaires, on ne s'attaque pas aux intellectuels, on ne s'attaque pas aux professeurs, on s'attaque vraiment à toute personne. Et ça contribue beaucoup à créer un climat de terreur, en fait, au sein de la population. Vous le disiez tout à l'heure, la population turque est de manière générale, et les élections nous l'ont prouvé, favorable à ce climat-là de poursuite des Gülenistes, de poursuite des Kurdes. En tous les cas, les urnes ayant parlé, on peut considérer qu'ils sont favorables. Sait-on s'il y a eu des mouvements sociaux ces derniers temps? Sait-on si par exemple il y a des ouvriers, des syndicalistes qui ont subi la même répression? De ma connaissance, non. En tout cas, comment dire, la question de manière générale de la mobilisation, elle existe encore. On n'est pas encore en Russie où... Enfin, la mobilisation existe encore en Russie, mais vous avez des rafles beaucoup plus importantes qu'en Turquie, mais on est là aussi pour parler de la suite. On peut expliquer ça, spécialement sur... par exemple, il y a un syndicat des professeurs, ça s'appelle Eğitim Sen. Donc, ce syndicat, c'est connu d'être syndicat des Kurdes, des opposants des Alevis. Après tentative coup d'État, il a fermé les syndicats, ils ont
virer tous les professeurs fonctionnaires qui sont membres de ce syndicat. Donc les organisations civiles sont une preuve pour le gouvernement pour virer l'argent ou bien accuser d'être membre d'une organisation terroriste ou bien être contre le gouvernement, l'État turc, ou bien insulter l'État turc. Donc ils ont tout d'abord préparé les listes d'affichage de virer qui, emprisonner qui, exiler qui. Par exemple, pour le mouvement guleniste aussi, pour les Kurdes aussi, le gouvernement tout d'abord a préparé les listes et après ils ont fonctionné d'emprisonner les gens. Donc, c'est-à-dire, le régime, ils ont se préparé d'être un vrai régime et contrôler tout d'abord avant le tentative ou bien les événements, les activités politiques, ils ne sont pas vraies raisons pour être ça. Ils ont se préparé d'être dictatoriaux, contrôler tout l'État et condamner les gens en prison, fortifier leur statut. Juste pardon. On a une question. Ah oui. Oui. D'abord, Oui, la question elle est relative à la peur. Vous disiez tout à l'heure que tout est fait pour intimider, pour faire peur aux gens, enfin qu'une emprise se resserre. Est-ce que la peur a été un des facteurs de la réélection d'Erdogan aux élections? Est-ce que les gens ont peur ou pas? Pas encore finalement. Ou alors est-ce qu'il y a une espèce de double réalité qui se crée où les gens sont de l'autocensure? En introduction, tu parlais de la forte polarisation du pays et je pense qu'on ne peut pas mettre dans un même paquet la Turquie. En fait, il y a des gens largement favorables à la politique d'Erdogan et de ceux qui s'allient à lui et qui n'ont pas ce sentiment de peur. Au contraire, ils ont le sentiment de toute puissance parce qu'eux, ils ne sont pas parmi les dissidents et ils n'ont aucune intention de l'être. Donc, au contraire, je pense qu'il y a à la fois un renforcement de la toute-puissance et de l'impression d'être dans son bon droit, d'être avec ce fort sentiment nationaliste, etc., qui est hyper entraîné dans les discours qu'on a entendus pendant les élections, etc. Donc c'est aussi un moment à chaque fois des élections où tout le monde est chauffé à blanc, c'est là où on entend le pire, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une partie de la population qui est très à l'aise avec cette politique-là, voilà. Et une autre partie, mais une partie qui est... Enfin, on a parlé des gens poursuivis, mais il y a aussi énormément de gens qui sont en clandestinité en Turquie, qui vivent cachés, qui vivent sous une autre identité, et puis il y a tous les exilés. Donc malheureusement, je pense que si aujourd'hui les exilés ou les gens en clandestinité avaient pu voter, je suis pas sûre qu'on aurait eu les mêmes résultats. Enfin, en tout cas, ça aurait été, la question aurait été quand même. Il faut ajouter ça aussi, en fait, la communauté turque en Turquie, ils ont dirigé par les sultans pendant 6 siècles. Mais de nos jours, ils demandent un sultan très fort qui menace les Européens, qui opprime les autres. Par exemple, les Kurdes, il accepte les Kurdes non musulmans ou bien gauchistes. Et bien sûr, s'il déclare quelqu'un comme un ennemi de l'État ou bien terroriste, les gens suivent le sultan qui était leur rêve pendant un siècle après la déclaration de la République. Donc on peut comprendre ça. La mentalité en Turquie aussi, les gens toujours soutiennent avec Erdogan, ils lui supportent, ils lui suivent. Nous avons déjà vu dans la dernière élection. Donc il faut comprendre la psychologie des gens aussi là, je crois. C'est la psychologie des 6 siècles de l'Empire ottoman. alors, bien sûr. En fait, concernant votre question, première question, en fait, concernant le groupe gauchiste, le groupe des syndicats, bien sûr, il y a des problèmes, mais à mon avis, c'est pas si grave, en fait. Pour le gouvernement actuel, pour le régime actuel en Turquie, ils ont 2 cibles, en fait, deux groupes ciblés, en fait, les Kurdes et les Gülenistes. Si, concernant d'autres groupes, s'ils trouvent des liens avec ces groupes-là, c'est dangereux pour eux. Ils seront accusés d'être terroristes. Mais à part ça, bien sûr, il y a des problèmes. Mais Non, parce que oui. quand même, il y a cette question en Turquie de la vie chère.
puisqu'il y a un taux d'inflation Oui. assez important. Oui. Donc, on peut peut-être imaginer que dans une partie de la population, ça pousse les gens à se dire on peut plus continuer comme ça, il faut aussi qu'on se fasse entendre. En fait, oui, bien sûr, il y a une crise économique en Turquie, mais c'est intéressant, c'est bizarre que les villes pauvres en Turquie, les villes qui sont en difficulté financière et économique, ils ont voté pour Erdogan. C'est intéressant. Et les villes riches comme Istanbul, Ankara et les pays industrialisés, développés, ils ont voté pour Kılıçdaroğlu. C'est très intéressant en fait. Ils subissent ces gens-là d'une crise économique. Peut-être ils ont des difficultés comme ça, mais ils votent pour Erdogan parce que pour eux, Erdogan il est en fait au-delà d'un chef politique, leader politique en fait. Il est comme un leader spirituel pour eux. Quoi qu'il fasse en fait, ils le soutiennent en fait. Et pour d'autres partis, en fait, la Turquie est polarisée, divisée, et pour l'autre partie, pour 48%, ils le détestent en fait. C'est intéressant, oui. Alors on peut donner aussi l'exemple des zones qui sont frappées par les tremblements de terre. Il y avait 5 villes qui a été gravement frappées par le séisme. C'est ça. Il y avait, on dirait que selon les chiffres officieux, il y avait plus de 800 000 morts et selon les chiffres officiels, il y en avait combien? il est toujours... 60%, je crois. C'est ça. Kahramanmaraş, ils ont obtenu les votes en fait. Erdogan, il toujours utilise la rhétorique nationaliste et islamiste. Donc quand on regarde la carte de la Turquie, les régions plus religieuses et plus pauvres lui soutiennent toujours là. Et les riches, et les séculaires, les laïcs, ils sont contre lui. Maintenant, Turquie est divisée en deux, mentalement polarisée, totalement polarisée. Et c'est 50%. Donc on peut dire que le paix social en Turquie aussi c'est détruit. C'est impossible en quelque sorte. Il y avait un documentaire d'Arte qui s'appelait Une nation impossible, c'est ce qui reflète la réalité. Du coup, si on retourne sur la situation des droits humains, pardon. J'avais une question sur la juridiction terroriste, c'est-à-dire comment l'échafaudage a été construit, quelle formation politique on construit, quand, parce que c'est un outil qui sert allègrement, comme vous l'avez dépeint, pour la répression. Alors comment ça a été construit? C'est très facile en Turquie. Juste le gouvernement a besoin d'une police et un procureur pour déclarer un groupe ou bien une personne comme terroriste. Donc, alors pour répondre, c'est vraiment facile en Turquie. Tu parles de la qualification, c'est ça? Comment on dit qu'un groupe est terroriste? Oui, la construction législative, parce Oui. qu'il faut Alors, des lois. En fait, par nature, la législation antiterroriste est susceptible d'être abusée, ce qui est constaté par les organisations internationales depuis des décennies pour la législation turque. Et si on revient sur les personnes qui appliquent cette législation, on peut donner l'exemple des grandes purges qui se sont survenues après la tentative de coup d'État. Imaginons que un tiers de magistrats français se sont vus renvoyés et placés en détention dans un jour. Du coup, dans ce cadre-là, ils ont renvoyé tous les magistrats qui étaient fichés comme non loyal du gouvernement, qui étaient opposants. Et du coup, le reste était déjà en peur et ils se sont permis de servir pour le gouvernement, le reste des magistrats. Et du coup, avec cette configuration, on a eu plusieurs condamnations, vraiment l'abus de la législation antiterroriste. Et après, je ne sais pas si ta question, j'avais l'impression que c'était comment est-ce qu'on dit que tel ou tel groupe est terroriste? Non, c'était pas forcément ça. C'est bien que la construction
ramifications juridiques. Oui, oui, mais du coup, justement, il y a une définition juridique de ce que c'est un groupe terroriste, mais ensuite, comment est-ce que tel ou tel groupe va être défini comme terroriste, ça c'est politique. Donc, par exemple, le PKK, aujourd'hui, la France considère que c'est une organisation terroriste, pour des raisons diplomatiques assez évidentes. Il y a des discussions régulières pour savoir, et il y a beaucoup de lobbying pour essayer que le PKK sorte de cette qualification-là, mais on en est loin. Le mouvement guleniste, à part la Turquie, le Pakistan, la Chypre non indépendante, et voilà, il n'y a aucun pays qui a accepté la reconnaissance de ce groupe comme un groupe terroriste. Mais du coup, c'est vraiment à partir du moment où il y a eu le coup d'État, ils ont eu les armes juridiques pour dire nous on estime que c'est eux qui ont fait la tentative de coup d'État, donc maintenant ils les appelaient déjà l'État parallèle, ils les traitaient déjà de terroristes, mais maintenant ils avaient entre guillemets leurs preuves pour dire qu'ils avaient une organisation armée, ce qui permettait de tomber dans la qualification de groupe terroriste armé, de poursuivre massivement les gens. L'arsenal existait déjà avant le coup d'État, ou alors il existait mais n'avait pas cette ampleur, a été très grandement renforcé après le coup d'État. L'arsenal juridique, la loi, les lois antiterroristes, etc., elles existaient. C'est leur mise en œuvre et les critères juridiques, on parlait des preuves tout à l'heure pour conclure à la qualification de membre d'une organisation terroriste, ça a été créé par les juges. On appelle ça la jurisprudence, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les juges vont dire ce critère-là est suffisant, ce critère-là est suffisant, etc. Et ça va être la Cour de cassation à la fin, la plus haute juridiction, qui va définir ce critère comme étant un critère suffisant. Et du coup, toutes les juridictions inférieures, dans les années qui suivent, vont simplement se référer à une décision d'une juridiction supérieure et dire eh bien, lui, il avait un compte à la banque Asia, il a mis de l'argent à partir de 2014, 2015. On estime que c'est suffisant pour dire qu'il est terroriste. Tous les pays de Moyen-Orient, ils ont toujours besoin d'un article comme ça, une loi comme ça. Ça s'appelle antiterrorisme. Pour déclarer quelqu'un comme un ami, comme un terroriste, pour lui forcer dans l'État. C'est toujours comme ça. Et les lois, les articles ne sont pas stables comme des Européens. Ils sont modifiables chez nous. Ils toujours peuvent modifier les lois, les articles contre un groupe. C'est toujours changeable. Mais ça, je dirais, c'est propre à même notre histoire française. On qualifie de terroristes qui on veut. On pense à l'Algérie, etc., aux résistants, enfin voilà, ces contingents à l'opposition politique. Et quand je disais que les critères venaient des juges, les juges ne sont d'autres que le miroir du pouvoir politique. C'est ça aussi qui est important de rappeler. Tu rappelais tout à l'heure la question du limogeage des juges massif juste après le coup d'État, donc c'est pour ça que tout était programmé. En tous les cas, on savait déjà qui on voulait virer et le coup d'État a été l'opportunité pour le faire. Mais évidemment, toute la structure institutionnelle a changé pour être en faveur davantage du pouvoir politique. Donc la question de l'indépendance des juridictions, de la justice, etc., il y a une dégradation massive. Donc le pouvoir judiciaire, il est aux mains du pouvoir politique. Donc il décide, les juridictions appliquent. Et ce qui est intéressant pour la Turquie, ce qui est un peu différent des dossiers que je traite pour la Russie, etc., où on est vraiment sur de la création de faux dossiers, on arrache des pages, on en met d'autres, etc. C'est très évident, ou l'Irak aussi, mais la Turquie, la spécificité, c'est qu'il y a une grande ambiguïté qui se joue entre... On donne toujours l'apparence d'un état de droit, vous avez quand même vous avez quand même un procès, vous avez le droit d'avoir un avocat, vous avez des décisions qui sont... vous avez un système extrêmement moderne de la justice qu'on envie tous en France. Vous avez accès aux procédures, il y a une apparence d'état de droit, les décisions sont motivées, etc. On pourrait avoir l'impression que ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment, je trouve, la spécificité aujourd'hui, la grande ambiguïté de la Turquie. Et souvent, les observateurs parlent d'autocratie aléatoire. Et c'est vraiment ça. Il y a encore
cette envie de montrer une face respectable et démocratique, et même à travers des institutions qui sont devenues complètement politiques et politisées. Il y a une chose moi qui m'avait aussi frappé, puisque on a vu les chefs d'État s'empresser de féliciter l'élection d'Erdogan, et en même temps en France il y a une réfugiée sociologue qui est Pinar Selek, donc il y avait un procès qui a été ouvert, qui a été réouvert de nouveau, puisqu'à chaque fois c'est un éternel recommencement. On est quand même un peu à front renversé. Alors, c'était une de mes questions, j'allais les poser à nos dissidents du ressortissants turcs. Comment vous vous êtes senti quand vous avez entendu que les leaders occidentaux ont félicité Erdogan? Quel était l'effet sur votre personne? Nous, les Turcs, nous sommes habitués, c'est vraiment normal En fait, pour nous, mais peut-être pour... C'est le réel politique en fait. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils vont travailler avec Erdogan au sein de l'OTAN. La France, les États-Unis, la Turquie, ces pays-là, ils sont des alliés au sein de l'OTAN. Mais bien sûr, il y a plusieurs méthodes de féliciter. À mon avis, on féliciter rapidement, très vite Erdogan. Malheureusement, les dirigeants européens, à mon avis, pas les peuples ou les opposants, les politiques opposants, les dirigeants européens étaient contents de ces résultats-là. Ils sont contents de ces résultats-là parce que ils ont un souci concernant les réfugiés en Turquie, et aussi ils connaissent très bien Erdogan, ses réflexes, sa manière de penser. Parfois, ils demandent des choses et après, c'est facile à convaincre Erdogan si vous donnez quelque chose et il vous donne votre demande, il accepte ça. Et je pense qu'ils sont contents, les dirigeants européens, Poutine, il est content, mais pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les victimes en Turquie, c'est dommage en fait, oui. Ouais. De ce que je vois, la situation des droits humains sont loin de changer après les résultats d'élections. Mais du coup, ça pourrait aussi des effets sur l'Europe, notamment la question des réfugiés syriens ou la question des potentiels réfugiés ressortissants turcs. À cet égard, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, Anaïs Peut-être déjà juste un chiffre pour vous donner un peu l'idée en termes de projection de ce que les institutions turques ont comme projet politique. Il y a un chiffre qui est intéressant sur la question des prisons et des créations de prisons. Entre 2016, donc après le coup d'État, et 2021, il y a eu une augmentation de la capacité carcérale de 70%, ce qui est énorme. Et entre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, donc à partir de 2021, c'est je crois 37 prisons qui sont planifiées, dont une maxi-prison qui est inégalée à part aux États-Unis, de 15 000 places. Donc c'est des investissements énormes, c'est des espèces de complexes super modernes d'enfermement massif. Donc on voit le projet affiché en tous les cas dans les murs et dans les barbelés, c'est assez évident. La chose qui est aussi importante à rappeler par rapport aux prisons, c'est que non seulement ils créent des prisons, mais en plus ils font de la place dans les prisons en libérant toutes les personnes qui ont des petites peines, des infractions qu'on dit de droit commun, donc non politiques, terroristes, etc., les vols, même les stupéfiants. Vous avez eu des libérations massives pour faire de la place pour les opposants au sens large. Donc déjà, moi je trouve que c'est des chiffres qui sont... On pourrait dire que ça sur qu'est-ce que nous prévoient les autorités, parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire des investissements massifs s'ils n'avaient pas derrière une volonté de politique répressive à l'image de ce qu'ils sont en train de construire. Sur les chiffres, mais je crois que je les ai déjà plus ou moins donnés. Sur les exilés turcs, tu pensais à quelque chose d'autre? Alors, si ça continue comme ça, on pourrait bien imaginer que le nombre des exilés turcs en France ou ailleurs en Europe vont augmenter d'une manière significative.
Oui, a priori, et en tout cas c'était les inquiétudes évidemment de toute une partie du peuple turc sur ce que tu as appelé ce référendum, ce vote référendum. Effectivement, vous risquez d'avoir par ailleurs un exil plus important et pas forcément à cause de la crise économique, hein, un exil, aujourd'hui, moi je pense aussi beaucoup aux femmes, il y a quand même des mots extrêmement forts, des partis alliés à l'AKP qui vont aujourd'hui prétendre à des sièges au Parlement, qui demandent des politiques vraiment extrêmement, misogynes au plus propre que je puisse dire, mais qui sont vraiment contre les femmes, pour la séparation, voilà, il y a aussi, je pense, une partie de la population éduquée, on le sait, cherche, en dehors de la question des exilés, cherche à partir massivement les étudiants turcs, ceux qui ont des qualifications, qui sont aussi souvent peut-être des personnes éduquées au monde extérieur, avec un esprit critique, etc. C'est des personnes qui cherchent à partir de Turquie massivement. Donc on ne peut pas prévoir l'avenir, mais a priori, en tout cas, on va vers évidemment une augmentation, comme on a vu, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, 45% d'augmentation de demandes d'asile en 2021 et on double entre 2021 et 2022, donc ça va de plus en plus vite, ouais, forcément. Et pour les Kurdes, juste aussi peut-être un mot sur les Kurdes, mais vous avez une population... Pour nous, c'est toujours stable, parce que si un gouvernement vient, première chose de lui primer ou bien déclarer leur pouvoir, il essaie sur les Kurdes, donc la population kurde stabilement quitte Kurdistan du Nord, Turquie ou bien d'autres régions. Mais de nos jours, je connais, comme un journaliste, je connais beaucoup de gens, jeunes, turcs, kurdes, ils ont sans espoir, ils quittent le pays, illégalement ou bien légalement. Les Kurdes de nos jours, ils préfèrent Canada et les États-Unis, en majorité aussi, ils arrivent en Europe aussi. Mais les Turcs, ils préfèrent Allemands, l'autre pays. Ils sont éduqués. Les djihadistes, les non-éduqués, les islamistes, ils restent là. Mais les éduqués, ils quittent le pays. Donc l'avenir de la Turquie, on peut dire que c'est sombre. Et à cet égard-là, on peut donner l'exemple de la profession médicale, des professions médicales. La plupart des docteurs qui ont eu des longues études en Turquie, ils essayent de quitter la Turquie et s'installer partout dans le monde, notamment en Allemagne. Il y avait pas mal de chiffres, j'ai pas dans ma tête les chiffres, mais il y avait pas mal de recherches sur ce point-là. Et c'était très inquiétant, notamment en ce qui concerne l'accès à la santé en Turquie. Et du coup, à part cette migration, je dirais, professionnelle ou économique, tu as aussi mentionné les jeunes qui essaient de quitter la Turquie par des voies irrégulières. Et du coup, on sait très bien que maintenant, en Grèce, il y a un problème qui consiste à refouler les demandeurs d'asile vers les Turquies, soit que ce soit des Turcs ou des Syriens, des Afghans qui essayent de faire ça. Du coup, j'aimerais vous poser la question de vos propres connaissances qui se sont sentis un peu coincés en Turquie puisqu'ils ne peuvent pas quitter la Turquie. La porte principale est fermée et s'ils restent en Turquie, ils vont forcément dans des prisons. Comment ils font? Est-ce qu'ils ont des solutions? Je ne vous demande pas les voies irrégulières, mais comment ils se tiennent, tout simplement? En fait, maintenant, après les élections, c'est un vrai problème pour les opposants en Turquie. Bien sûr, si vous avez un diplôme, un passeport, et après un diplôme valable, et pour ces gens-là, c'est plus facile en fait. Comme vous l'avez dit, les médecins en Turquie, ils préfèrent l'Allemagne parce que l'Allemagne accepte leur diplôme et il peut travailler en Allemagne. Pour ce genre de personnes, c'est facile, mais pour les opposants, pour les gens qui n'ont pas de passeport comme moi, parce que, par exemple,
après j'ai été libéré, j'avais pas de passeport valide en fait à cette époque-là. Pour ce genre de personnes, c'est difficile. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut trouver l'argent en fait. Maintenant, il parle des montants de 5 000 euros, 10 000 euros pour juste un passage en fait de la Turquie vers la Grèce. Il faut trouver ce montant-là. Et après, en Grèce, il y a le problème de refoulement. Dès que vous arrivez le territoire grec, les policiers grecs ou les milices grecques, on ne sait pas exactement, ils vous poussent en Turquie, ils les emprisonnent directement. Oui, c'est un vrai problème. Il y a d'un côté financier, d'un côté sécuritaire, il y a plusieurs problèmes. En fait, j'ai pas une solution concernant cela. Pour les gens qui ont des passeports, nous essayons de trouver des moyens en fait de faire ces études ici en France, en Europe, aux États-Unis. Ou pour les gens qui ont un diplôme valable, on cherche des travaux pour eux. Mais pour les gens qui n'ont pas de passeport, c'est un vrai problème. Oui. Ça pose aussi la question de renfermement de l'Union européenne, puisqu'on le voit notamment en France. Il y a une loi asile-immigration qui est en train de se mettre en place en septembre, qui va être discutée en septembre au Parlement. Justement, comment ça va se passer justement pour ces personnes qui essayent justement de rentrer, de pouvoir être accueillis justement dans une partie de l'Europe, et notamment en France. Je crois qu'Anaïs serait plus compétente. Est-ce que vous parlez des Turcs ou des Turcs et des personnes qui passent par la Turquie pour migrer? Parce qu'il y a beaucoup de Somaliens, d'Afghans. La Turquie, déjà peut-être la Turquie, et ensuite effectivement des personnes qui passent aussi par le territoire. Parce que en fait, comme c'est un territoire de migration importante, on ne peut pas évidemment passer sous silence ces milliers de personnes qui sont bloquées en Turquie, et qui sont bloquées en Turquie pas par juste la méchanceté d'un pouvoir tout puissant en Turquie, ils sont bloqués par le cynisme européen et un utilitarisme qui consiste à se servir d'Erdogan quand c'est les intérêts de ne pas faire venir des migrants qu'on ne veut pas, clairement. Donc la politique, elle fait que régresser en France et en Europe de manière générale sur la question de l'accueil des demandeurs d'asile. La loi asile-immigration va pas transformer beaucoup de choses en termes d'asile pur. Elle va certainement être loin de nos espérances sur la question plutôt séjour, donc les gens qui sont là dans le cadre du travail, les gens qui sont en situation régulière et qui travaillent, etc. Pour l'asile, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va avoir une régression de manière générale de l'accueil, et notamment du traitement judiciaire. La suppression des 3 juges, on va avoir un seul juge. Le paradigme principal d'analyse des politiques publiques sur la question des migrations, c'est qu'il faut faire vite, il faut faire moins cher et il faut faire publiquement en faveur d'un éloignement de ceux qu'on ne veut pas chez nous. Darmanin, c'est un petit garçon qui voit la vie en noir et blanc, et donc lui, c'est très clair pour lui. Il dit il y a les gentils migrants et puis il y a les méchants migrants, et donc tous les méchants migrants, c'est tous ceux qu'on n'a pas acceptés, etc. Donc c'est juste qu'il va y avoir, comme d'habitude, une politique officielle, une espèce de propagande de on ne veut pas des immigrés irréguliers, on veut les renvoyer dans leur pays, etc. Après, dans les faits, je pense que c'est beaucoup pour faire plaisir à la partie droite, extrême droite des électeurs et des partis politiques. Je ne sais pas si ça va se traduire dans la loi en termes d'asile, en tous les cas, par quelque chose qui va changer fondamentalement les choses. Sauf peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, une forme d'immigration choisie, c'est-à-dire on pompe un petit peu les médecins, les intellectuels, les gens qui produisent, et les autres. Même pas. C'est-à-dire que ça, c'était le projet initial. Alors, je ne parle pas des élites, des médecins, etc. Ça, c'est une réalité qu'on connaît déjà. Hein. Si vous allez dans un hôpital, vous voyez bien que beaucoup des médecins sont des médecins étrangers, ce qui est nouvellement le cas en Turquie d'ailleurs. Parce que c'était quand même Le gouvernement aussi, il provoque ça, provoquer les intellectuels, les éduqués, de quitter le pays. Et le reste, c'est facile de diriger en fait. C'est un affaire sociale. Donc en Turquie, il y avait un dernier espoir pour les jeunes, pour les opposants,
peut-être après cette élection, ils vont partir, ils vont perdre leur pouvoir, mais ça ne changeait pas. Donc maintenant, des dizaines de mille éduqués, intellectuels, journalistes, écrivains, académiciens, ils sont à la recherche d'une route de quitter le pays, la Turquie. Et le reste là. Et il y a un autre problème. Après la pandémie, les pays européens ont fermé les frontières très strictement. Et les Syriens, les Afghans et les autres réfugiés en Turquie, ils restent là. Donc après, peut-être après un plus de la crise de l'économie, il y aura quelques problèmes sociaux aussi entre les réfugiés et les autochtones là, spécialement à Istanbul, parce que la crise économique touche tout le monde et la communauté turque envisage les migrants comme en cause de cette situation. Ils pensent que c'est les immigrants qui démolissent. Oui, c'est ce qui est un discours qu'on connaît partout, c'est toujours la faute des étrangers si on n'a pas de travail, etc. Et juste pour finir la réponse sur la question de l'immigration choisie est nécessaire, puisque par exemple l'Allemagne, en fait la différence de la France par exemple, assume complètement son besoin d'immigrer. Par exemple les demandeurs d'asile ont un droit automatique à travailler. Nous c'est vraiment la croix et la bannière, il faut qu'il y ait plus de 6 mois et puis c'est extrêmement difficile. L'objectif c'est de ne pas intégrer un demandeur d'asile parce que de toute façon sa situation est précaire, alors que l'Allemagne c'est tout à fait le contraire, c'est de dire s'il n'est pas demandeur d'asile, au moins il aura travaillé pendant le temps où il est là, et puis il y a des processus de régularisation après s'il n'est pas reconnu réfugié. En France, la première version de la loi immigration que portait Darmanin, mais qu'il va retirer, puisque les Républicains n'en veulent plus, c'est la question justement des métiers en tension, et donc d'assumer de régulariser des gens qui travaillent dans ces métiers en tension, de les régulariser parce qu'on a besoin d'eux, et de faciliter les obtentions de titres de séjour pour des gens qui par ailleurs voudraient travailler dans ces métiers dans lesquels les Français ne veulent pas travailler. Et ça va disparaître de la loi immigration a priori, en tous les cas, Retailleau, etc., Ciotti évidemment, ils disent que ça va être un appel d'air, etc., ce qui est évidemment absurde et surtout qui est complètement démagogique, parce que par ailleurs, par exemple cet été, il n'y a pas de saisonniers en fait. Cet été, dans l'hiver et été, on ne trouve plus de saisonniers. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir des dizaines de milliers de Maghrébins pour travailler dans nos hôtels, dans nos restaurants, etc. Alors qu'il y a des gens sur place qui peuvent faire ce travail-là et avec qui on ne va pas donner l'autorisation de travail. Donc on fait venir des gens de l'étranger, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça, c'est complètement caché. Alors que en fait, c'est une réalité, mais du coup, on ne veut surtout pas dire qu'on veut régulariser et qu'on a besoin des immigrés. Ça, en France, c'est un discours qu'on n'arrive pas à avoir du tout. Alors, je crois que notre temps, le temps qui a été nous est accordé est fini. Tout à l'heure m'a fait une signe. On a bien commencé par la Turquie et on a fini par la France. Merci pour vos interventions. C'était très enrichissant de ma part. Et merci à Taha de nous accueillir, même s'il n'est pas là en ce moment. Voilà. Il nous entend, j'espère. Voilà, c'était la fin. Merci.